Salut les Anacalypsiens. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour tourner une petite série de vidéos. On va parler de catch aujourd'hui avec le... Alors du coup normalement on devait regarder le deuxième casquette match, mais du coup on a regardé le troisième parce que bon... j'ai cru qu'il y avait une erreur dans les trucs, parce qu'on devait regarder le casquette match entre Yokozuna et l'Undertaker. Sauf que nous on est tombé sur celui des Survivor Series 1994 alors qu'il y en avait eu un au Royal Rumble un peu plus tôt. Mais bon, comme le site est un peu mal foutu parce que des fois tu peux tomber directement sur les matchs, des fois tu peux tomber sur les pay-per-view, mais du coup c'est à toi de trouver le match dans le pay-per-view. Et du coup, bon bah au lieu d'avoir le premier combat entre Yokozuna et l'Undertaker, du coup on a vu le deuxième. Donc il s'agit en soi du troisième casquette match télévisé de l'histoire de la WWE. Donc comme je disais au Survivor Series 1994. Donc l'un des plus grands shows de l'année. Puisqu'il faut savoir qu'à WWE il y a ce qu'ils appellent les Big Four. Donc, on retrouve ça un peu dans tous les domaines. Mais ce qui revient aux 4 plus grands pay-per-view de l'année sur 12. Puisqu'il y en a un par mois. Du coup, il y a forcément WrestleMania, logique. Il y a SummerSlam, qui est en plus ce mois-ci. SummerSlam qui est dans 2 semaines à peu près. Le Royal Rumble, forcément. Dès que le Royal Rumble a été créé, c'est devenu un truc de fou. Et puis les Survivor Series, qui sont également un truc énorme, surtout que les Survivor Series en général, c'est le moment de l'année. Alors, plus aujourd'hui, je pense qu'à l'époque, où on peut voir des gens de Raw et SmackDown s'affronter, et même une des très rares fois on a eu NXT se rajouter, donc voilà, les Survivor Series sont très importants, et c'est pour ça qu'on a également un arbitre spécial, entre guillemets, parce qu'il ne sert à rien, qui est Chuck Norris. Et on sait que à cette époque-là, au moment des premiers WrestleMania, enfin toute cette vieille époque, on sait que Vince McMahon aimait bien payer des stars pour apparaître dans ses plus grands shows histoire de vendre des tickets. Alors on a eu du Mike Tyson, là on a du Chuck Norris. Il y a même à l'époque, on regardait le catch il y a 10 ans à Raw, où il y avait même un truc où il y avait un changement de manager toutes les semaines. Du coup à chaque fois tu avais une nouvelle star toutes les semaines qui commandait à Raw et tout. Enfin voilà, Vince McMahon aime mettre du fric dans les stars, et quand on voit ce qui se passe actuellement, on va en parler en fin de vidéo, mais on se dit c'est vraiment une honte. Mais bon, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Donc c'est long, mou, et qu'il y a 10 ans, les catcheurs étaient mieux. Voilà. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Enfin, oui, du coup, oui, il y a 10 ans. Parce que là, de nous. Oui. Quand moi je regardais, je trouvais que les matchs étaient beaucoup plus intéressants, plus fluides, plus tout en fait. Là, c'est long, c'est très mou. Ouais. Et puis les catcheurs essaient toujours de s'enfuir, donc c'est un peu chiant. C'est vrai que là on se retrouve dans un cas un peu problématique où on a Yokozuna qui est un catcheur plutôt lent, voilà, et on a l'Undertaker qui est un catcheur qui est lent aussi dans sa façon de se battre. Et c'est vrai que ça donne un match alors qui n'est pas forcément mauvais, surtout comparé au premier. On a l'impression d'avoir vu le meilleur match de l'année si on le compare au premier. Parce que déjà au moins il y a une vraie conclusion de casquette match, quoi. Là le vrai but là c'est vraiment de foutre l'autre dans le cercueil, contrairement au tout premier où c'était vraiment une blague, l'Undertaker qui fait le tomber pour gagner un casquette match. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est là le cercueil si c'est pour pas s'en servir, enfin voilà. Après bon, c'est vrai que dans le match il n'y a pas de gros moments, à part que je trouve quand même que l'Undertaker comparé à ces dernières années, mais en même temps il commence un peu à se faire vieux, je trouve que entre guillemets il voltige mieux qu'aujourd'hui, quoi. Tu quand même des fois quand il prend de l'élan dans les cordes et qu'il fait des sauts, bon c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'il fait ces dernières années. Mais en même temps à l'époque il est plus jeune, il va avoir dans les 30 ans, donc forcément il pouvait catcher beaucoup mieux, quoi.
c'est sûr. Après, c'est son personnage qui fait qu'il est lent, parce que dès qu'il a un petit regain d'énergie, l'Undertaker, il peut être très actif ou réactif et tout, mais c'est vrai que le match est compliqué. En plus, il y a des interférences qui ne servent pas à grand chose. En plus, t'as 3 mecs qui viennent au bord, enfin pas au bord du ring, mais dans la rampe, et ils voient Chuck Norris. Du coup, ils sont là, bon, on est là en train de gueuler pour en gros faire diversion et tout. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf, voilà. Comme c'est les Survivor Series, il fallait forcément que Chuck Norris quand même botte le cul d'un mec, donc il y en a un qui arrive en courant, boum, il se prend un kick et hop là, fini. Et Robert, Voilà. c'était nul. Donc ouais, c'était vraiment... l'utilisation de Chuck Norris, elle est pas terrible. Franchement, j'ai vu des matchs avec arbitre spécial qui étaient 1000 fois mieux que ça. Là, celui-là, il est vraiment... Pourri. Ouais. Vraiment mauvais hein, en termes d'arbitre. Surtout que t'as Chuck Norris, tu te dis, tu tentes quelque chose ou... Non, il était vraiment quasiment tout le match. Toute la première moitié, il est resté derrière le cercueil à attendre. Et toute la deuxième moitié du match, il était tourné au dos du cercueil à attendre et regarder les mecs Qui est en train de m'insulter. qui étaient en train de insulter pour essayer d'interférer dans le match. Donc au bout d'un moment, tu te dis, mais À quoi il a servi? À rien. à quoi ça sert de payer une star des millions et tout, juste pour faire ça? Juste pour faire ça, enfin, c'est décevant, quoi. Je suis pas non plus un grand fan de Chuck Norris, mais qu'il fasse au moins quelque chose avec, quoi. Enfin voilà, ça sert à rien de payer des mecs, je sais pas combien de millions ou de milliers d'euros, enfin de dollars plutôt, pour au final juste que le mec reste debout derrière un cercueil, quoi. Après, il y a quand même une chose que j'ai notée très intelligente qui m'a bien plu, c'est la première fois où l'Undertaker, non, si Rentre c'est dans le cercueil. rentre dans le cercueil et que Yokozuna il tient le truc et t'as l'Undertaker qui essaye de forcer. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont pas essayé de nous faire un truc trop pété en mode l'Undertaker. Ouais, il arrive à se relever, il soulève le cercueil, il est trop fort. Non, il a l'intelligence de taper dans le bras parce que c'est logique, quand quelqu'un force, tu lui tapes dans le coude, automatiquement son coude il se brise et il perd toute sa force. Ça, j'ai bien aimé qu'ils aient quand même quelques petits moves assez intelligents comme ça et pas complètement surhumain. On sait que c'est un mort-vivant, mais quand même, ça aurait été complètement nul qu'il se relaie juste à la force de ses bras. Surtout que c'est quasiment impossible. Dans la position qu'il est, c'est clairement impossible. Alors, déjà, il n'a pas du tout une bonne position pour forcer sur ses jambes. Donc il peut pas du tout, parce que vraiment, il est vraiment comme nous, on est quasiment en position assise, donc il peut clairement pas forcer plus que Yokozuna qui lui est debout et a une force du dessus, quoi. Donc le fait qu'il lui tape dans les coudes, enfin dans un coude, parce que dès qu'il perd un bras, du coup, bah forcément c'est suffisant pour se relever. Mais ça, j'ai trouvé que c'était intelligent de mettre ça dans le scénario. Et du coup, après dans le match, il n'y a pas eu vraiment de move ultra particulier. Non, les plus habituels, quoi. Voilà, des petits trucs habituels. C'est un peu dommage pour un main event de Survivor Series. Bon, après, à l'époque, c'est vrai qu'aussi le catch a beaucoup évolué avec le temps. Hein. C'est vrai que c'est pas le même catch entre ces années-là. Les quelques années qui ont suivi, qui étaient plutôt des années assez hardcore. Et après, notre version qui est clairement du catch pour gamin, mais avec quand même des... Même s'il n'y a plus vraiment de sang et tout ça, moins d'objets, bon, c'est quand même plus dynamique, quoi. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une partie du catch ancien où c'est quand même beaucoup dans le jeu des catcheurs et tout ça, voilà, qui plaît aux gens. Et voilà, bon après la fin, du coup, voilà, l'Undertaker arrive à mettre Yokozuna dans le cercueil, sauf qu'il prend aussi le drapeau du Japon, il brise le bâton en deux, hop là, il fout le drapeau également dans le cercueil, et après on ferme. Dans le cercueil, il ferme, et l'Undertaker du coup remporte ce match. Donc il a remporté le premier casquette match, et il a remporté le troisième casquette match. Pourquoi il a pas eu le deuxième? Bah non, c'est juste qu'on l'a pas eu. Ah oui. Enfin, je sais pas s'il a gagné ou perdu, mais comme on l'a pas vu... Mais parce que là, historiquement, celui qu'on a vu, c'est le troisième. Ok.
Et du coup, il faudra qu'on regarde le deuxième. C'est ça. Mais du coup, voilà un peu pour ce match. Après, du coup, oui, juste pour revenir un peu sur la symbolique du drapeau, je pense que s'il l'a brisé et mis le drapeau en même temps dans le cercueil, je pense que c'est pour terminer la rivalité. Je veux dire, il aurait pu juste le foutre, fermer le cercueil, dire allez hop, le match est fini, puis qu'après Yokozuna cherche à avoir un match revanche et tout ça. Ce qui s'est possiblement passé au Royal Rumble. Peut-être que Yokozuna a battu l'Undertaker et puis que l'Undertaker a voulu un match revanche. Ou peut-être que l'Undertaker a battu Yokozuna, mais Yokozuna s'est dit allez hop, je veux quand même un match revanche. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais je pense que briser le drapeau est quand même un geste symbolique quand même très fort. Et du coup, mettre dans le cercueil, à mon avis, c'est pour dire voilà, ça y est, la rivalité c'est terminé. Et on en a terminé avec du Yokozuna Undertaker. Je pense que c'est pas déconnant comme symbolique. Bon, c'est sûr que les deux ne vont pas ensemble. Il y a quand même une grande échelle de niveau qui est trop élevée pour les deux. Donc ça vaudrait pas le coup de refaire des matchs ensemble. Ouais, c'est ça, puis c'est pas la même catégorie de catcheur. On a quand même un catcheur poids lourd, voilà, sans se moquer de son poids, mais bon, Yokozuna est quand même quelqu'un de costaud, contrairement à l'Undertaker qui lui c'est plus grand et mince que costaud, donc c'est vrai que c'est pas les mêmes catégories, quoi. C'est comme quand on a pu voir des matchs Rey Mysterio, Great Khali, bon là c'est vraiment des deux extrêmes, mais ben voilà, c'est pour donner un peu d'ordre d'idée de ce que donne ce match, quoi. Oui, ça n'a aucune chance. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas plus de choses à dire sur ce match. Hein. Bon, non, à part que il est mieux que le premier, mais long et chiant. Ouais, parce qu'en tout, il dure 26 minutes. En comptant l'entrée, bon, l'entrée de Yokozuna était assez rapide, mais celle de l'Undertaker, qu'est-ce que c'est long. Et le pire, c'est qu'avec les années, elle est devenue encore plus longue. Parce que là, il n'y a pas encore le moment où j'enlève mon chapeau, je retourne les yeux, où je me mets au milieu du... c'est vraiment beaucoup trop long. Mais je crois que celle de l'Undertaker et de Randy Orton, ça doit être les entrées les plus longues de l'histoire de la WWE. Mais encore, celle de Randy Orton, j'aime bien parce que j'aime bien la musique. Oui. Donc je me dis, tu vois, t'as la musique en tête, machin, tu peux chantonner la musique et tout, donc tu dis bon ça passe, que ça là, passe plus vite. t'as juste un son de cloche pendant 3-4 minutes, alors c'est énormément dans le thème du personnage, c'est très bien, mais c'est long. Oui. Donc voilà, en ce qui concerne le catch, enfin le match, je voulais juste revenir sur un point, parce que du coup aujourd'hui ou hier, il a été confirmé quand même qu'un des plus grands catcheurs de la WWE et surtout l'un des plus, enfin même pas l'un, le plus créatif, a été viré. C'est lequel? Monsieur Bray Wyatt, donc, qui jouait The Fiend, le démon Ah ouais, il s'est fait virer. avec le masque, il s'est fait virer. Et pourquoi? Parce que apparemment ils n'auraient pas assez d'argent. Ah. Et oui, la WWE qui a des milliards de côté, vraiment, a viré Bray Wyatt, donc The Fiend, pour question d'argent. Alors ils ont déjà viré Braun Strowman, ils ont viré d'autres personnes. Enfin, de toute façon, ils trouvent toujours. Apparemment, ceux qui renvoient, qui vont voir les catcheurs pour les renvoyer, leur disent tous la même chose. C'est pour le coût budgétaire, machin. Donc ils viennent de renvoyer The Fiend. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis, des fois ils mettent des milliers, des millions de dollars pour des choses qui ne servent à rien. Et quand ils ont un putain de catcheur, là je regardais des vidéos d'autres youtubeurs de catch qui sont beaucoup plus spécialisés que moi, qui en parlaient, qui disaient quand même The Fiend, ces dernières années, c'est peut-être l'un des catcheurs, voire le catcheur, qui faisait vendre le plus de merchandising, parce que forcément il y a eu le Covid, donc pendant plus d'un an personne ne pouvait aller voir de catch sur place, mais tu dis c'est quand même l'un des catcheurs qui rapportait le plus d'argent, et ils arrivent quand même à le virer parce que soi-disant il coûte trop cher. C'est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai appris un truc, c'est que ce n'est pas Vince McMahon qui a viré Bray Wyatt. Donc que ce soit apparemment, comment dire,
Vince McMahon, lui, n'était pas d'accord pour le renvoi de Bray Wyatt. En fait, le truc, c'est que il y a plusieurs personnes qui dirigent la WWE, c'est-à-dire que Vince McMahon est le président, mais il y a d'autres personnes qui gèrent l'industrie avec lui. Et en fait, c'est ces autres personnes-là, qui gèrent notamment la comptabilité et tout, qui ont décidé de virer Bray Wyatt. Donc, on a un petit espoir que Bray Wyatt puisse revenir plus tard. Parce que son ami et ancien collègue Braun Strowman, c'est à peu près la même chose qui lui est arrivé, on l'a viré parce qu'on a dit qu'il coûtait trop cher, et aujourd'hui t'as la WWE qui essaye de renégocier un contrat avec lui de peur qu'il aille à la AEW. Et pareil, Braun Strowman, c'est pas forcément Vince McMahon qui voulait le virer. Et c'est ce qui s'est passé également avec Samoa Joe, ils ont viré Samoa Joe, alors que Triple H était même pas au courant qu'on avait viré son gars. Du coup, au bout des 90 jours, hop, Triple H a fait re-signer Samoa Joe à la WWE parce qu'il s'est dit mais c'est quoi cette merde, on vire mes catcheurs comme ça sans me demander mon autorisation. Donc voilà, pour ce qui concerne Braun Strowman et Bray Wyatt, on a peut-être l'espoir de les revoir bientôt. Même si Braun Strowman c'est peut-être trop tard parce qu'en ce moment apparemment il a l'air d'être en train de se poser des questions s'il va aller à la WWE, peut-être qu'il va partir à la AEW. Mais là je pense que si Braun Strowman ou Bray Wyatt partent à la AEW, alors là c'est la fin de la WWE. C'est vraiment la AEW, ils ont récupéré tous les gros morceaux. Hein. Ils ont récupéré déjà Chris Jericho. Bon, on a Cody Rhodes qui est quand même un des présidents de la AEW. Ils ont récupéré Sting, bon qui catch pas forcément, mais qui est une des légendes de la TNA et de la WWE. Ils ont récupéré Christian, qui a été je ne sais combien de fois champion par équipe avec Edge. Ils ont récupéré récemment, enfin ils avaient récupéré Luke Harper avant qu'il décède, mais Luke Harper en plus qui était leader du Dark Order. Ils ont récupéré Luke Gallows et Carl Anderson qui étaient les deux sous-fifres un peu de AJ Styles. Ils ont récupéré Matt Hardy. Là ils vont sûrement récupérer Daniel Bryan et ils vont en plus normalement récupérer CM Punk. CM Punk est l'un des plus gros catcheurs et tout. Il y a aussi comment il s'appelle, il faisait équipe avec Seth Rollins et Roman Reigns. Putain, j'ai oublié son nom à lui. Dean Ambrose. Je sais plus le nom qu'il a à la EW, mais à la WWE il s'appelait Dean Ambrose. Lui pareil, il a fini là-bas. Là tu vois Daniel Bryan et CM Punk normalement qui vont finir là-bas, qui sont deux des plus grosses stars de la WWE. Et si en plus Bray Wyatt, si Aleister Black aussi, un des catcheurs les plus connus du circuit indépendant, qui a servi quasiment à rien, très mal utilisé à la WWE, qui est parti à la AEW. Et puis là, s'ils récupèrent Braun Strowman et Bray Wyatt, au bout d'un moment, la WWE, ils pourront plus rien faire si toutes leurs grosses stars partent là-bas. Hein. Oui, il manque plus que Seth Rollins partent là-bas aussi. Ah là, c'est simple. Si Seth Rollins, Randy Orton, Roman Reigns, Edge. Edge, comme il est en fin de carrière en soi, c'est pas trop dérangeant qu'il reste là ou qu'il reste pas. Mais surtout Roman Reigns, qui est la plus grosse figure de la WWE actuellement. Le Big Show aussi qui est parti là-bas. Mais il suffit que Randy Orton, Roman Reigns, Seth Rollins, Bayley, vraiment, ou Sasha Banks, si ces 5-là devaient partir à la AEW, mais c'est la fin de la WWE, hein, parce que Charlotte Flair, les gens ils en ont marre qu'à chaque fois qu'elle arrive elle devienne championne. Becky Lynch, dès qu'elle va arriver, il y a 90% de chances qu'elle devienne championne dès son retour. Voilà, donc au bout d'un moment on en a un peu marre de voir tout le temps les mêmes personnes au niveau des femmes et de championnes. Donc voilà, les catcheuses qui sont bonnes, elles sont tout le temps mal utilisées. Enfin, tu dis, on a quand même deux catcheuses super talentueuses de NXT qui sont arrivées à SmackDown. Elles ont battu les championnes par équipe 2 fois. Elles n'ont pas le droit à un match de championnat. Et puis tu as une équipe comme ça qui sort un peu de nulle part, qui arrive à battre les championnes ou qui ont réussi un match de qualification et elles ont droit à un match de championnat.
Tu dis alors, elles ont pas battu les championnes, elles ont un match de championnat, et juste parce que t'as 2 meufs de NXT qui battent 2 fois les championnes, elles ont pas le droit à un match de championnat. Bah oui, mais c'est pas des. Elles font partie des NXT. Non mais de toute façon, souvent t'as beaucoup de gens qui s'en moquent de ça, du fait que les gens de NXT, quand ils viennent à Raw ou SmackDown, sont souvent très très mal utilisés. Et bah là, en tout cas, ça confirme un peu ça. Hein. Même s'il y en a certaines qui ont eu de la chance, comme Bianca Belair, de finir championne de SmackDown, mais c'est très très rare aujourd'hui, quand des catcheurs ou catcheuses de la NXT arrivent à Raw ou SmackDown, d'être super bien utilisés. Donc voilà, on va terminer la vidéo là. C'était juste pour parler un peu de Bray Wyatt et de son départ, alors que c'est clairement un des meilleurs personnages qui existent à la WWE, mais bon. Voilà, il coûte trop cher. Faut quand qu'il coûte plus que ce qu'il ne rapporte, hein, même si je pense que c'est plutôt le contraire. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, en sachant que la prochaine vidéo de catch dans 2 semaines sera le tout premier Elimination Chamber de l'histoire de la WWE. Et ça, j'ai hâte parce que ce sera beaucoup plus dynamique et sanglant, parce que les premiers... parmi les premiers Elimination Chamber, il y en avait qui étaient assez sanglants. Donc j'ai hâte de voir ça. T'as un avis ? Non, pour moi, c'est bon. C'est bon ? C'est bon. Bon bah alors, salut les Apocalypsiens. Salut.